Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. J'étais là ici même à Laval l'an dernier et je suis très heureux de... C'était d'un autre lieu, c'était au théâtre et là on retrouve le lieu historique initial de ce très beau festival du premier roman et des littératures contemporaines. Je suis très heureux d'accueillir Laure Coromines et Ferat Alani pour une rencontre, un débat, un café littéraire qui s'intitule Habiter l'histoire. On va parler récit familial, on va parler mémoire, nous allons parler de la question de comment la grande histoire parfois impose ses tourments et façonne les êtres. Alors, ces deux excellents premiers romans dont je vous recommande vivement la lecture, bien évidemment. Il faut souligner au passage la qualité de la sélection tous les ans ici à Laval. Laure Coromines, donc chez Gallimard, collection L'Arpenteur, cette collection créée par Gérard Bourgadier, très belle collection Miss Atomique, donc chez Gallimard, cette collection L'Arpenteur. Quelques mots sur vous, Laure Coromines. Vous êtes journaliste à l'ADN. Alors l'ADN, je crois que c'est un journal qui s'intéresse aux tendances, aux mutations, vous me direz si je me trompe, aux nouveaux usages, à la transition écologique, notamment à la nouvelle économie. Et donc, vous nous proposez ce magnifique premier roman très original qui raconte en fait une petite ville de l'Utah vivant aux États-Unis, donc vivant au rythme des essais nucléaires à la fin des années 50, en 57 très exactement, et on va assister en direct aux explosions atomiques. Alors, un ouvrage qui est ancré dans l'histoire, mais qui est aussi une histoire de famille. Très progressivement dans le livre vont se divulguer des failles familiales. On ne va pas en dire plus parce que l'ouvrage est vraiment construit intelligemment et on y vient progressivement. Et c'est aussi un ouvrage, un roman très intéressant sur un peu le mensonge des puissants, du pouvoir, et qui prend bien sûr aussi, qui est, j'ai envie de dire, universel et intemporel, et qui prend une résonance très actuelle. Ferat Alani, donc, je me souviens de Fallujah. Vous êtes Ferat, vous avez publié un essai, je crois, Le Parfum d'Irak, aux éditions Nova, Arte Éditions. En 2018, vous avez eu le prix Albert Londres aussi. C'est important, ce magnifique prix Albert Londres. Et je me souviens de Fallujah, et donc votre premier roman, qui a reçu le prix du roman version féminin, le prix Sangor et le prix de la littérature arabe. Vous avez publié, je crois, aussi plusieurs essais aux éditions du Seuil, si je ne m'abuse. Non, c'est pas vous, d'accord, je me trompe, je mélange. J'aurais aimé, mais ça devait arriver, ça vous arrivera sûrement, peut-être. Donc, je me souviens de Fallujah, là, magnifique aussi premier roman sur les souvenirs justement de Rami, donc le père du narrateur, un réfugié politique irakien qui est en 2019 atteint d'un cancer progressif et qui va perdre la mémoire, qui va souffrir d'amnésie donc partielle, et ne se souvenant finalement que de son enfance en Irak, il va essayer de transmettre ses souvenirs à son fils. Alors il y a un jeu évidemment entre la réalité, entre deux parcours, le parcours du père, le parcours du fils, comment ils vont se rencontrer, comment ce fils qui vit en France va à un moment donné faire le voyage en Irak, découvrir une famille, découvrir un pays, découvrir notamment Fallujah avec ce pont sur l'Euphrate qui est en couverture du livre, qui est un motif assez récurrent dans le roman, cette ville très intéressante de Fallujah que je ne connais pas bien sûr et qu'on découvre aussi avec votre roman. Donc deux livres sont vraiment sur la mémoire, la famille. Alors j'ai envie de vous demander, comme première question, peut-être banale, mais pour entrer dans le vif du sujet, quel a été votre dessein initial, si je puis dire, donc Laure Coromines, en vous nous intéressant à cette période des années 50, des explosions atomiques, quand même très original comme sujet, et vous, donc, Ferat Alani, quel a été le point de départ? Est-ce que c'est l'envie de parler du personnage du père? Est-ce qu'il y avait aussi de parler de l'histoire de l'Irak aussi, au XXe siècle? Il y avait tous ces éléments finalement très riches qui sont dans vos deux excellents premiers romans. Laure Coromines, Ferat Alani, et bienvenue à Laval. Merci beaucoup. Tu commences T'en prie. Très bien, moi je commence alors. Miss Atonique. Moi j'avais envie d'écrire quelque chose sur l'obsession, le souvenir, la déliquescence de la nature. Et je peinais en fait à trouver le décor qui me donnait le plus envie, qui pouvait faire correspondre le fond et la forme. Et au fil de mes lectures, je suis tombée sur un bouquin de l'auteur américain Bill Bryson, qui raconte dans un roman autobiographique qui s'appelle « Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 50 », tout ce pan méconnu, enfin un peu méconnu, je pense, en France, de l'histoire américaine, qui concerne donc ces fameux essais nucléaires qui ont lieu dans l'État du Nevada dès 1951 et qui vont se poursuivre jusqu'à la toute fin des années 70. Et ça m'a beaucoup intéressée parce qu'évidemment, la proximité avec les habitations, ces décors incroyables, très rocailleux, très mordorés, qui passent le soir et le matin par toutes les couleurs
du lavande le plus tendre à des bleus azur absolument incroyables. Il y avait un décor très cinématographique, il me semblait, pour poser une histoire comme ça. Et ce qui m'a intéressée en fait dans cette période, c'était surtout tout le contexte en fait qui a donné lieu à une économie parallèle, un tourisme, une effervescence patriotique, un exercice, une envie de spectacle en fait, dans lequel étaient plongés tous les habitants de la région et qui étaient incités à assister à ces explosions comme une grande fête, un pique-nique, un feu d'artifice, une occasion de se réunir pour observer ensemble et voilà, et se retrouver conjointement unis sous le grand drapeau des explosions nucléaires. J'ai parlé de l'Utah, mais c'est vrai que la famille vit dans l'Utah, mais ces explosions ont lieu dans l'État voisin du Nevada, hein, pour être très précis. Voilà, vous avez relevé intelligemment. Ferhat Alani, quel était votre dessein initial Le dessein initial, il était de rendre hommage, je me souviens de Fallujah, à ce personnage du père qui, dans ma vie personnelle, a été atteint d'un cancer fulgurant. Et quand il a disparu, moi je rejoins Laure, moi j'ai une obsession aussi pour la mémoire, les souvenirs. Et j'ai une psychose, c'est l'oubli. Je ne supporte pas qu'on oublie les choses, qu'on oublie l'histoire, qu'on oublie les gens. Et donc quand mon père, dans ma vie, est décédé, j'ai voulu d'abord lui rendre hommage. C'était le dessein premier. Lui rendre hommage à lui et à tous ceux qui ont eu un parcours similaire, notamment les réfugiés politiques, des gens qui ont fui un pays en guerre ou en dictature. Et encore une fois, cette obsession pour l'oubli, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur et j'ai trouvé ça à la fois insupportable. Et donc j'ai voulu coucher ça sur le papier. Et évidemment, étant reporter, je n'ai pu m'empêcher aussi, à travers cette histoire, de raconter l'Irak en toile de fond. Et quelque part, ce père, pour moi et pour le personnage du roman, le fils, représente aussi l'Irak. C'est la quête vers un père perdu, c'est la quête vers un Irak perdu, avec une forme de nostalgie qui... moi, je suis très nostalgique, de manière générale. Je suis obsédé par le passé. Je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais l'obsession première, j'aime bien ce mot en fait, que tu as employé, cette obsession, c'est la mémoire et c'est le refus de l'oubli. Et c'est pourquoi j'ai utilisé cet outil fictionnel qu'est l'amnésie. Mon père n'était pas amnésique. Il était atteint d'un cancer et il a disparu... il nous a quittés 3 mois après l'annonce de cette maladie. Mais j'ai voulu utiliser l'amnésie pour instaurer une conversation qui n'a jamais réellement eu lieu entre le père et le fils. Et je trouvais ça intéressant, ce jeu de miroir, de miroir déformant souvent dans ces parallèles entre l'histoire du père et du fils. C'est pourquoi j'ai choisi de raconter l'histoire avec deux temporalités, une temporalité au présent et une au passé, parce qu'encore une fois, je suis obsédé par ce passé. Oui, vous écrivez, c'est donc le 2 août 2019, un chapitre qui s'intitule « L'oubli ». Et c'est vrai que le livre se conclut sur un magnifique passage sur justement ce thème de la mémoire. Comme vous un peu, hein, ce thème de la mémoire, on le trouve aussi très présent chez vous, Laure Coromine. Vous écrivez « Je n'ai jamais oublié, donc Ferhat Alani, ce jour où mon père a perdu la mémoire. Je me souviens nettement de cette date qui s'est inscrite en lettres de pluie dans ma vie, cette date depuis laquelle rien n'est plus pareil. Le vendredi 2 août 2019, à Paris, dans la chambre 2019 de la clinique Bizet, tout a commencé par un malentendu. » Voilà. Alors après, c'est vrai qu'à partir du moment où on a compris votre dessin initial, il y a quand même, quand on s'attaque, c'est votre premier roman, à tous les deux, comment, voilà, vous avez un peu esquissé déjà la question, cette double temporalité, donc ce jeu de miroir, comment finalement ils reconquièrent ensemble la mémoire. C'est peut-être un peu ça finalement, le Ferhat Alani. Mais et vous, Laure Coromine, il y a donc là, on est transporté dans les années, on est en 57, il y a ce concours de beauté où on élit une Miss. En l'occurrence, c'est Maxine dans le roman, la sœur de l'un des membres de l'adolescent, parce que c'est aussi un livre sur l'adolescence. Aussi. Vous aussi, il y a cette thématique de l'adolescence. Voilà. Comment est-ce qu'on s'empare de ce sujet pour faire une structure, écrire une structure originale, et puis comment on manie aussi la langue, parce que tous les deux, vous avez un travail très fort sur l'écriture. Vous avez chacun un style différent, mais il y a un rythme, il faut trouver un peu sa voix quand on écrit un premier roman, j'imagine. Laure Coromine, Ferhat Alani. Je crois que je suis comme toi quelqu'un de très nostalgique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça, de ce sujet de la mémoire, des souvenirs,
Du coup, la structure de récit que j'ai choisie est très très classique. On ne peut plus classique. On est sur 3 actes. C'est un roman initiatique absolument traditionnel qui commence au début de l'été, qui se conclut à la fin des vacances, et qui reprend du coup la prise de conscience, la réalisation que va traverser le personnage principal, Tom, qui débute en étant complètement ébloui par ce qu'il découvre de loin. Il nourrit une fascination, une obsession pour ces bombes, pour ces essais nucléaires qui sont très très belles vues de loin. Et je voulais parler donc de cette déliquescence-là qui s'effectue au long des quelques mois que dure le récit. Et pour revenir sur un peu cette dynamique du passé-présent, j'ai voulu raconter donc l'histoire à la première personne sur un présent direct, en intégrant régulièrement des petites incises qui interviennent comme des bonds en avant et des réflexions en fait qui conduisent le personnage à nourrir cette nostalgie en fait pour son passé. Flora Talani, vous, la structure, ce côté passé-présent, avec cette double temporalité, l'époque actuelle, les années 70, les années 50, on est baladé, si je puis dire, au très bon sens du terme, dans votre roman, je me souviens de Fallujah. On va parler de Fallujah aussi. Oui, en fait, ça m'est venu naturellement parce que cette construction est une discussion en fait que je n'ai pas eue avec mon père. Je voulais l'avoir, mais je n'ai pas eu le temps. Et donc, j'ai reconstitué cette chambre 219 qui a réellement existé dans cette clinique Bizet, où j'ai essayé de répondre aux questions auxquelles je n'avais jamais eu de réponse, enfant, adolescent, puis adulte, sur le passé de mon père. Et donc, ça m'a semblé naturel et logique, puisque j'instaurais une discussion entre un père qui avait oublié la moitié de sa vie et le fils qui avait enfin l'opportunité de discuter avec lui, peut-être de percer certains secrets, et en même temps de répondre à la question du père qui est constante, c'est la réussite, la question de la réussite. Il dit à son fils, il demande à son fils, ai-je réussi ma vie ? Et cette obsession de l'échec, elle est présente chez beaucoup de personnes, mais notamment chez les réfugiés qui quittent un pays, qui quittent une carrière, qui quittent des rêves, souvent, des rêves déchus. Et ce père, dans le roman, puis aussi mon père dans ma vie, avait cette obsession de la réussite. Et le fils, lorsqu'il s'aperçoit que ce père a oublié la moitié de sa vie, va essayer de reconstituer son histoire, peut-être aussi en la rendant plus jolie, plus proche du rêve que le père avait. Et donc, pour répondre à votre question concrète, vous excusez les deux temporalités étaient naturelles. Le jeu, J-E au présent, du fils qui raconte sa propre enfance pour aussi faire se raconter auprès de ce père, et puis le père à la troisième personne qui raconte son enfance, ce dont il se rappelle. Et cet échange, cette dualité, en fait, elle permet, je le disais tout à l'heure, un effet miroir, par exemple sur des thématiques que sont l'identité, la transmission familiale, l'enfermement. Le père, à un moment donné, qui était opposant politique, est enfermé en prison, jeté en prison en Irak, et le fils, lui, il fait une simple garde à vue de 24 heures. Donc il y a la thématique de l'enfermement, mais il y a une réelle différence. Dans les prisons irakiennes, dans les années 70, on est torturé, on n'est pas sûr de sortir vivant. Une simple garde à vue en France, ça n'a rien à voir. Mais j'avais le besoin d'instaurer un échange, et puis aussi, je ne sais pas du tout si j'ai réussi ça, mais d'écrire le silence. Le silence qui est très présent dans la relation entre le père et le fils. Ce silence aussi qu'on peut trouver au sein de votre livre, Laure Coromines, le silence. Alors le silence, puisque là, le thème de notre rencontre, c'est habiter l'histoire, comment justement la grande histoire peut façonner les êtres. Alors l'histoire de l'Irak, la dictature, vous, donc cette histoire, ces années 50 aux États-Unis, ces explosions atomiques, le mensonge des puissants, enfin pour des raisons financières, économiques, on cache une grande partie des réalités, et puis on voit les implications. Votre roman est truffé comme ça, au passage, de petites allusions, de marques indélébiles qui resteront, qui ont détruit le paysage, et les hommes aussi, les femmes. Donc comment agir avec ça, comment subtilement intégrer dans le texte aussi, dans votre roman, des marques historiques. Oui, alors c'était un petit peu... J'ai fait évidemment beaucoup de recherches pour me plonger dans cette période d'histoire que je connaissais en partant très peu.
Je ne voulais pas que ça devienne... le but n'était pas de faire un pamphlet ou un roman vraiment fondamentalement historique. Donc je voulais que ce soit vraiment distillé par petites touches, en arrière-plan, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit une sorte de toile de fond. Alors tous ces sujets ne sont pas évoqués dès le début. Ils arrivent petit à petit. Ça peut être par des bribes de conversation entendues, une voisine qui va évoquer la perte de cheveux brutale d'une de ses amies. Ça peut être des conversations qui sont surprises lors d'un enterrement entre deux personnes qui se rapportent la naissance d'un enfant qui est complètement atrophié, anormal, difformé. Donc voilà, j'essaie de distiller ça un petit peu tout au long du livre et en accélérant évidemment les annonces, les informations pour suivre ce rythme de l'été qui s'intensifie au fil des explosions, qui elles aussi s'accélèrent, sont de plus en plus fortes, sont de plus en plus chargées en TNT. Et voilà, pour tout ça, arriver vers l'explosion finale qui va faire tomber le voile de cette information un peu secrète qui se déroule. Juste un court extrait, si je puis me permettre, Laure Coromine, on parle d'explosion, justement, on est page 32, donc je choisis exprès un extrait pas trop loin dans le roman. Après chaque explosion, un nouveau cratère apparaissait dans la terre. La plaine du Nevada était maintenant trouée d'une centaine de profondes cavités aux circonférences inégales, si nettes qu'elles semblaient découpées au laser. À l'approche de la nuit, à la lisière de la zone de test où se rendaient les curieux, je me trouvais parachuté sur une planète sans nom. Le soleil tombait et le ciel prenait la couleur d'une fleur qui se fane. L'air du soir commençait à picoter et le jaune se changeait en bleu polaire. Peut-être que c'était la lumière mourante de fin d'après-midi ou le vent qui ramenait du désert des particules folles, mais je ressentis ici pour la première fois un pincement au cœur prolongé, si léger, si subtil, que je ne me rendis pas compte qu'il laissait en moi une marque indélébile. Oui, en effet, c'est beau. Hein. En effet, il y a ce constant finalement rapport dans votre livre, Laure Coromine, des êtres individuels, un personnage. Alors, une bande d'adolescents aussi, on peut en parler. C'est vrai que l'adolescent, je disais au début de notre entretien, Farah Talani est aussi présent dans votre livre. Il y a un moment c'est un peu un côté initiatique aussi, un moment de l'adolescence. Ce choix justement, Laure Coromine, de donner la parole. Il y a Tom, il y a ses amis, il y a un moment donné, ils veulent s'échapper, ils veulent fuir un peu cette situation. Il y a ce côté, finalement, comment on peut se constituer, comment on peut, en tant qu'ado, peut-être devenir autonome, peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, je voulais vraiment raconter ce phénomène un peu étrange qui implique qu'un souvenir douloureux enfoui dans l'enfance puisse être... toujours porteur de cette aspiration, cet élan, cette envie de retour, vraiment comme une sorte de champ magnétique, parce que lui, évidemment, l'histoire débute dans une atmosphère un peu féerique qui va se parer des atours de contes anciens, d'histoires qu'il se racontait quand il était encore plus jeune. Et malgré les désillusions, les multiples chocs, il va toujours tendre vers ces souvenirs d'enfance qui, il le sait, étaient truffés d'erreurs biographiques, historiques, qui n'étaient pas exactement ce qu'il avait perçu initialement. Mais c'est vraiment ça que je voulais raconter avec ce dont on parlait tout à l'heure, ce retour entre le passé, le présent et le futur aussi. Cette aspiration, cet élan pour l'enfance, l'adolescence, ce temps particulier. Comme je l'ai dit, la structure est vraiment on ne peut plus traditionnelle, on ne peut plus classique. Il y a un avant et un après ce fameux été, un été de bascule. Un moment qui va se confondre avec un délitement, une déliquescence de ce qui l'entoure et qui change sa vie pour. C'est un peu une bascule de trajectoire. Alors justement, Farah Talani, je parlais d'initiation, mais d'apprentissage, mais finalement c'est assez au cœur aussi il y a ce côté politique, on l'a bien compris, d'engagement, le père engagé, militant, qui est arrêté, qui l'exile aussi, hein. Après on en reparlera, mais il devient à un moment donné vendeur de cartes postales justement autour de Notre-Dame à Paris, son métier. Mais il y a quelque chose, et la couverture du livre nous en dit beaucoup, ce pont sur l'Euphrate, c'est ce pont desquels plongent les jeunes un peu pour prouver qu'ils sont
des hommes. Voilà. Donc c'est un peu finalement, ça revient à plusieurs reprises, Fallujah, ce pont, cette idée, vous l'avez eu rapidement, de mettre en avant un peu ce rite initiatique, si je puis dire, qui est quand même très important dans le livre. Alors je ne sais pas si c'est venu rapidement, mais en tout cas c'est une question qui est existentielle chez le narrateur et puis chez moi, dans ma propre vie. Pourquoi ? Parce que je m'appelle Feurat. Feurat, c'est l'Euphrate en arabe, et moi j'ai appris, le narrateur dans le roman apprend tardivement qu'il porte le nom qui aurait pu tuer son père. Parce que le père manque de se noyer dans ce fleuve. En plongeant dans ce fleuve pour enterrer des pastèques sous la vase, c'est la tradition à Fallujah, il fait 50 degrés l'été, les pastèques sont enterrées et elles ressortent de l'eau rafraîchie le soir. Donc il y a une forme d'initiation, il y a un rituel en fait de passage à l'âge adulte. Et puis comment on se construit en fait quand on découvre qu'on porte un prénom aussi lourd, c'est une question que je pose. Comment on se construit aussi avec, encore une fois, le silence. Comment on se construit quand on est d'origine irakienne en France, là où l'Irak n'a pas de passé colonial avec la France, là où un enfant qui pose des questions et qui n'a pas de réponse cherche des repères autour de lui. Et moi, j'ai grandi avec des Français de toute origine et confession, mais il n'y avait pas d'Irakiens autour de moi. Et donc, comment on fait quand son père refuse de parler de ce passé ? Donc, l'adolescence, alors, en parle. C'est un passage difficile. C'est un moment incontournable qu'il faut pouvoir gérer. Et ça m'a tenu à cœur de mettre le pont, ce fameux pont vert de Fallujah, d'où sautent les enfants qui deviennent des hommes, parce que, encore une fois, cette dualité entre le père et le fils, cette comparaison entre ce rituel de passage. Comment on devient un homme en France ? Je ne sais pas. En tout cas, dans un passage particulier où l'adolescent que j'étais fait n'importe quoi et passe par la case garde à vue, commissariat, le père, pour une fois, lui dit « Tiens, peut-être que tu es devenu un homme ». Et dans cette reconstitution de la mémoire, cette initiation s'est imposée par elle-même, en fait, dans l'écriture. Ouais. Et alors c'est vrai, je parlais de Fallujah, parce que après, c'est important, parce que finalement, il va découvrir un pays. Alors, il y va à 2 reprises, si je ne m'abuse. En 89, son père ne va pas avec lui. Après, il y retourne une seconde fois, je crois en 2007, de oui, mémoire. Mais plusieurs fois, Plusieurs durant fois, l'embargo. Donc en fait, en 89, 89, c'est la seule année de paix de ces 40 dernières années en Irak. C'est la seule petite fenêtre où, au lieu de répondre aux questions du fils, le père va décider d'envoyer son épouse, son fils et sa fille en Irak pour découvrir, peut-être répondre aux questions j'en suis persuadé aujourd'hui, de l'enfant que j'étais. Et donc c'est à la fois la découverte d'un pays avec tous les préjugés que l'enfant petit français a de ce pays lointain du Moyen-Orient. Cet enfant croit vraiment qu'il va découvrir le pays d'Aladin, les dunes de sable, les chameaux. Et en fait, il découvre un pays moderne avec des détails que seuls les enfants voient, enfin, du goudron, des autoroutes, des luminaires, tout en étant conscient de l'état de dictature que c'était. Parce que lorsqu'il pose le pied en Irak, on lui dit tout de suite « Bienvenue, mais attention, ne prononce pas certains mots. Ne prononce pas le nom de Saddam Hussein. » Et même à l'âge de 8-9 ans, on comprend que ce n'est pas normal. Et j'insiste sur le mot normal parce qu'il y a aussi ce rapport à la normalité. Je parlais tout à l'heure de la rareté d'être irakien en France et donc de ne pas avoir de repères. Et donc la normalité, en un mot, est quelque chose aussi de pesant pour un enfant qui veut ressembler aux autres. Je crois qu'il y a un passage, je ne m'en rappelle plus, mais où le narrateur dit « J'aurais préféré m'appeler Karim ou François, mais pas Euphrate, parce que personne ne me ressemble ». Ça pose des problèmes notamment à l'école, parce qu'il faut voilà, au départ déclarer son nom, parler de la profession du père aussi, pour en parler de... C'est aussi, voilà... Oui, encore une fois, la normalité par le prénom, par le métier du père. Donc quand je déclame que je m'appelle Euphrate, on me dit « Mais tu ne pouvais pas t'appeler Karim ou François ou être un Marocain comme tout le monde ?» Donc il y a cette question-là. Et puis quand mes camarades écrivaient pour le métier du père, je ne sais pas, médecin, avocat, mécanicien, peu importe, moi je ne pouvais pas écrire vendeur de cartes postales. Donc j'inventais des métiers. Je disais politicien. Et je me souviens que l'institutrice avait un sourire en coin, me dit qu'est-ce que ça veut dire politicien. Puis ensuite j'ai dit sociologue. Et à la fin, un jour, à un moment donné, cet enfant assume et écrit vendeur de cartes postales, père qui se sacrifie.
Juste un court passage, le voyage, été 89, ils partent en Irak. Ma mère, ma sœur et moi avions embarqué à bord d'un avion de la compagnie aérienne irakienne en direction de Bagdad. 5 heures de vol nocturne vers l'inconnu. Pas une seconde, je me fermais l'œil, euphorique à l'idée de mettre des visages sur les noms de la liste glissée dans ma poche, parce qu'il y avait une liste. En descendant de l'avion, embrasé par le vent chaud qui nous coiffait les cheveux en brosse, je m'accrochais mentalement à la jupe de ma mère. Je me rassurais en pensant aux dromadaires et au vaste pays de mes 2 échappés d'Orient. Au terminal de l'aéroport international de Bagdad, des hommes moustachus et apathiques vérifièrent nos passeports. Une seule vitre séparait la douane du dénouement. De l'autre côté, ma famille nous attendait. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas les compter. J'avais une cravate bleue, un costume gris et la bouche pâteuse. Après le dernier point de contrôle, la porte s'ouvrit sur une foule en liesse qui scandait nos prénoms en chœur. Un accueil arabe. Euphrate, Arwa, Wafa, tous levaient les bras en V. Je passais de joue en joue sans comprendre ce qui nous arrivait. On nous embrassa, célébra, inonda de baisers. On resta assis de longues minutes. J'en avais le souffle coupé. Ils étaient tous là, en chair et en os. En nous dirigeant vers la sortie, je remarquais 3 hommes. Ils marchaient à l'écart de ma joyeuse famille et portaient des uniformes militaires. Voilà, pour dire... alors, oui, donc Laure Coromine, donc là, on est c'est l'histoire de l'Irak. Donc vous, il y a cet arrière-plan, mais je parle, pour revenir aussi à la famille, ce côté initiatique, je parlais de l'adolescence, mais il y a aussi comme vous saupoudrez subtilement aussi, très progressivement dans le roman, des faits, j'ai envie de dire, liés à l'actualité, de l'époque, politique, à l'engagement, il y a aussi finalement cette thématique familiale, puisqu'on est dans un récit familial, avec très progressivement aussi des choses qui vont être aussi dévoilées très subtilement là encore. Donc j'imagine que pour écrire aussi fortement un roman, de façon à amener les choses très progressivement, ça a dû être un travail assez fort quand même. Il y a une réussite à ce niveau-là aussi, je veux dire. Sur les silences familiaux qui sont quand même au cœur un peu du livre. Merci. Moi, j'aime beaucoup les atmosphères très entêtantes, un peu oppressantes. Donc c'est vrai que ça se prêtait bien à tout ce contexte historique. Et je voulais justement doubler cette prise de conscience du narrateur d'un éclatement familial qui suit de manière un peu chronologique son été. Donc effectivement, quand la bombe la plus forte de l'été explose à la fin du mois d'août, ça va aussi coïncider avec une réalisation sur sa famille, un inceste, parce que je voulais qu'il y ait vraiment ce côté déliquescence, en fait, où que le regard se porte. Et je pense que ça a été le cas dans cette petite ville de Saint-Georges, dans le sud de l'Utah, où que le regard se porte, les décors se trouent, se transpercent, que tout se... Alors, c'est pas un fracas, tout se déchire lentement. Voilà. Oui, tout se déchire lentement, mais voilà, ça c'est... J'évoquais, je voulais vous poser une question, ça m'a échappé. Oui, alors par rapport à l'adolescence aussi, vous parliez en effet de regard, mais est-ce que finalement, je l'ai un peu esquissé, finalement ces adolescents ne cherchent pas aussi, à un moment donné, en fuyant, en s'échappant, un peu à avoir aussi un autre regard, à conquérir un peu leur autonomie, à travers ce thème aussi du concours de beauté de cette jeune fille Maxine, pas Maxine, qui fait partie de la famille. Ce thème du concours de beauté, c'est quelque chose ce motif du concours de beauté, vous l'avez eu rapidement en tête, parce qu'il est présent au départ du roman et il irrigue aussi. Oui, en fait, quand je faisais mes recherches, donc du coup, sur cette période un peu étrange de l'histoire, on découvre qu'il y a toute une économie, donc comme je le disais tout à l'heure, qui a fleuri autour des essais nucléaires. C'était des motels qui promettaient la plus jolie vue sur les explosions. C'était des recettes atomiques, des cocktails atomiques, des bonbons atomiques, des stripteaseuses à Las Vegas qui prenaient le nom de Bomba Atomica. Donc je ne sais pas s'il y a eu effectivement un concours de beauté, mais du coup, une fois plongée là-dedans, l'idée du concours de beauté a vite émergé. Et pour moi, c'était une manière aussi d'appuyer ce motif de l'obsession, parce que du coup, le narrateur, les amis, les 2 copains, les 2 grands copains du narrateur sont obsédés par Maxine, qui est la plus jolie fille de la ville. Ils ont les yeux rivés sur elle, de la même manière que Tom, le narrateur, a les yeux rivés vers les explosions. Et je voulais, mais un peu comme tu l'as dit aussi, qu'il y ait une sorte
de jeu de miroir, de jeu de regard, pour troubler un peu toute l'atmosphère. Je voulais que le roman se lise un peu, alors c'est pas vraiment en huis clos, mais je voulais, on en avait parlé, qu'il se lise un peu comme en huis clos, parce que donc, pratiquement tout se déroule dans cette petite ville où ils crapahutent, où ils se trimballent, où ils errent de cinéma en diner, avec effectivement un moment, par contre, l'envie de s'émanciper, de vivre une aventure, quoi, comme on a envie quand on est ado, ou adulte d'ailleurs aussi, une envie d'évasion, une envie de prendre la route. C'est ce qu'il dit, le narrateur, il dit « je veux prendre la route », il le répète 3 fois, pour se rapprocher des explosions qui le fascinent tant et les voir de plus près. Et j'ai complètement perdu le fil de la question. Alors moi aussi, du reste, je ne sais plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, justement, je parlais de rites initiatiques d'adolescents qui veulent s'émanciper. Vous avez répondu. Oui, c'est une sorte de un court voyage initiatique qui se solde par un retour à la case départ où on retrouve cette notion d'enfermement et ce retour un peu au huis clos qui parsème les premiers chapitres. Alors, il y a le thème du concours de beauté. Donc, une atmosphère fébrile régnait dans l'auditorium de l'école. Des guirlandes rouges et bleues étaient accrochées au mur et quelques mamans sur leurs 31 s'affairaient pour achever les préparatifs. Au-dessus de la scène, une grande banderole était déployée devant les rideaux de velours. Miss Atomique de Saint-Georges, 1957, une soirée explosive. Avec une tache baveuse sur le X et un champignon atomique à la place du I. De part et d'autre de la scène, des panneaux de bois représentaient le désert de Frenchman Flat, à coups de peinture criarde. Au premier plan, une étendue de terre sableuse devant un ciel céruléen. Des mains appliquées y avaient peint des gerbes de feu rougeoyantes, ornées de zigzags bleus et jaunes, comme celles que l'on voit s'échapper de la tête d'un personnage de dessin animé lorsqu'il prend un coup de marteau sur la tête. Je sortis de ma poche le mot scotché au mur de la cabane et descendis l'allée en direction des coulisses. Je me faufilais à l'intérieur. Dans un nuage de lacs et de parfums entêtants, une légion de femmes virevoltait furieusement autour d'adolescentes en juste au corps. Tout à leur préparatif, elles ne remarquèrent pas ma présence. Bon, je m'arrête ici, mais pour dire... Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a aussi bien dans vos 2 romans, qui ne se ressemblent absolument pas, mais qui sont proches par, bien sûr, les motifs abordés, une capacité justement à manier une écriture. Vous, Laure Coromines, c'est assez frappant, votre talent pour décrire des ambiances parfois plutôt intimes, des portraits de famille, des choses, et en même temps pour nous emmener parfois dans la nature, avec cette nature en proie à ces explosions. Et vous, Ferat Alani, je trouve qu'il y a aussi ce rythme dans l'écriture, cette capacité aussi, quand il découvre l'Irak, à nous emmener vers une découverte d'un monde, et en même temps de décrire des choses très intimes, des rapports de mémoire entre un père et son fils, comment finalement, je l'ai dit un peu, ils arrivent à se forger une identité commune. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que d'abord vous écrivez, vous réécrivez, vous avez tendance à beaucoup travailler votre écriture? Comment ça se passe en fait, l'accouchement, j'ai envie de dire, d'un roman et de l'écriture en général? Je suis persuadé que Laure va me rejoindre là-dessus. Je pense qu'on n'écrit pas, on réécrit. En fait, c'est pas moi qui ai sorti cette phrase. C'est une phrase très connue, je crois, d'un auteur, Pierre Lemaitre peut-être, qui dit qu'un livre ne s'écrit pas, mais il se réécrit. Moi, je trouve que c'est tout à fait vrai. J'ai ce défaut, sûrement partagé par beaucoup, de relire ce que j'ai écrit la veille et donc de reprendre éternellement ce que j'ai écrit. Donc oui, il y a un travail de perfectionnisme, si je puis dire, incessant chez moi et qui fait que je peux me perdre et que c'est un cycle sans fin. Il faut accepter à un moment donné je pense qu'il faut accepter de, entre guillemets, mal écrire, mais coucher le manuscrit et puis ensuite de reprendre. Mais j'ai effectivement ce souci du détail. J'essaie souvent d'écrire avec une vision d'enfant. Je parlais tout à l'heure de l'enfant qui voit des détails que nous, adultes, ne voyons peut-être plus. Les fourmis par terre, des couleurs, des choses comme ça. Pour essayer... Alors, pareil, je vais sortir une phrase un peu bateau, mais de raconter la petite histoire qui raconte la grande. Et la petite histoire un peu universelle, je pense, familiale, quels que soient nos rapports avec nos familles. Nous allons être confrontés au deuil, nous allons certainement poser des questions, prendre du recul sur l'enfance que l'on a eue. Ça, c'est la petite histoire. Et puis la grande, dans ce roman, c'est l'histoire de l'Irak. Encore une fois, en tant que reporter, je ne peux pas m'empêcher de... Parce que je réponds à votre question sur la construction aussi, sur l'écriture. Une fois
satisfait, si je puis dire, d'un chapitre, par exemple. Je le relis en me disant, est-ce que, en lisant cette petite histoire, on va apprendre quelque chose sur la grande? Et j'ose espérer qu'à la fin de cette lecture, on en apprenne un peu plus sur l'Irak, notamment sur des événements dont on entend peu ou pas parler, comme la révolution de 1958, la constitution de la République irakienne. Alors ça paraît ennuyant comme ça. J'espère que ça ne l'est pas dans l'écriture, mais j'essaie d'inclure ça dans cette fresque chronologique de l'Irak. Et du coup, c'est vrai que ça donne... voilà, alors un livre aussi, et c'est un peu la qualité de vos deux romans. Alors, encore une fois, ils ne se ressemblent pas, mais vous avez aussi le talent, la capacité aussi à mener à la fois une narration, j'ai envie de dire, descriptive, qui évoque, on voit la nature chez vous, encore mille, mais aussi des moments de dialogue. C'est le cas aussi plutôt même pour vous, Ferhat Alani, d'un père et de son fils, des dialogues qui sont justes, qui portent... et là aussi, même question pour tous les deux, parce que j'essaie de croiser. Est-ce que justement vous les travaillez beaucoup, ces dialogues? Parce que c'est très difficile, c'est une question un peu bateau que je pose souvent peut-être, mais je trouve que, voilà, qui apporte aussi un élément... Je ne sais pas si c'est un avis que tu partages, mais moi j'ai beaucoup entendu dire que dans les premiers romans, les dialogues étaient très souvent ratés. Voilà. Du coup, les miens sont, je pense, très éparses, très brefs. Je voulais me maintenir un peu à l'écart de ce travers qui est un peu commun, je pense, de devenir très logorique, de parler énormément. Et puis de toute façon, ça correspondait bien à l'idée de silence et d'atmosphère que je voulais décrire. Mais par rapport à l'écriture, je suis évidemment comme toi, et je pense comme beaucoup de personnes qui écrivent. C'est même, tu vois, c'est même douloureux pour moi maintenant que le récit soit figé, parce que j'aimerais pouvoir le corriger indéfiniment, déplacer des virgules, enlever un adjectif, en ajouter un. Voilà, donc c'est vraiment, je ne le re-regarde pas, parce que quand il m'arrive de l'ouvrir au hasard pour parcourir un paragraphe, je suis très énervée de voir que la virgule n'est pas au bon endroit. Donc voilà, non, j'essaie... si j'écris à propos de l'obsession, c'est parce que j'ai aussi un penchant un peu obsessif. Donc, ouais, dans l'écriture, c'est assez difficile comme exercice. Et il faut, comme tu l'as dit, accepter qu'au bout d'un moment, c'est fini, c'est comme ça, et l'objet a cette forme-ci. Et peut-être que c'est pas grave, un peu comme un tatouage raté qui fait partie de l'histoire personnelle. Je pense qu'il faut qu'on nous l'arrache des mains, le livre, à un moment donné. Ouais, je pense aussi. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là, ouais. Ah oui, vous êtes, parce que comme l'or, je pense qu'un ouais. livre ne se termine jamais. En fait, je pense qu'on peut toujours le reprendre. Et je suis complètement d'accord quand je n'ai pas relu mon livre, mais quand j'entends quelques extraits, je me dis tiens, j'aurais dû l'écrire comme ça. Et peut-être que la veille, j'en étais satisfait. Donc c'est éternellement compliqué. Et bon, on va dire au dialogue, justement, Ferhat. C'est vrai que vous, ils sont très porteurs, ils touchent juste. Et comme disait Laure, premier roman, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous êtes aussi servi par l'idée centrale aussi, par ce dialogue père-fils, je ne sais pas. Enfin, oui, c'est un dialogue, mais... Oui, il y avait cette obsession de la justesse, effectivement, sur le dialogue. Pareil, c'est pas du tout original, mais je lisais à haute voix ce que j'écrivais. Je le jouais un peu tout seul. Et quand ça sonnait faux, je raturais... le dialogue, il ne faut pas faire long. Enfin, parfois, on a tendance à vouloir écrire des dialogues très épais, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça, ou rarement comme ça. Non, c'est pas facile, effectivement. J'ai presque l'impression que c'était un autre métier d'écrire un dialogue. Donc, j'aurais même aimé m'en passer. Ouais. Mais on ne peut pas s'en passer. Donc, je relisais à haute voix. Alors la question de la transmission, elle est importante, elle est un peu aussi au cœur, peut-être plus du vôtre que de votre, Laure, mais bon, c'est aussi présent. Cette question de la transmission, elle est justement incarnée aussi par le père déjà, mais aussi par son fils, et notamment dans un passage où on lui propose dans sa classe de parler justement de sa ville, de Falloujah et du pays où il vient d'aller. C'est pas évident au début pour lui, et puis finalement, après, je pense qu'il s'ouvre, et voilà. Et donc il y a ce côté transmission, de découverte de son origine, d'un nouveau monde. Et ça, je pense qu'elle est centrale, Ferhat Alani, dans votre roman. La transmission, on en parlait au début. Oui, elle est centrale de par déjà les questionnements du fils au père qui veut savoir qu'est-ce qu'il reçoit en fait de cette histoire, de cette origine dont il n'entend parler qu'à travers la radio, à travers des mots comme dictature, guerre, violence, mais dont il ne sait rien. Et puis, vous savez, à travers la thématique des réfugiés, il y a toujours ce symbole de la valise du voyageur. Et enfant, le narrateur découvre une valise à code qui appartient à son père et qui contient peu de choses,
mais des éléments qui pourraient dire beaucoup de ce passé auquel il n'a pas accès. Et il y a cette symbolique que j'ai voulu utiliser pour cette histoire effectivement de transmission de l'histoire, cette transmission familiale. C'est une brève conversation que le fils réussit à enclencher avec son père et qui tourne autour de la valise invisible. C'est un concept très imagé sur comment avancer dans le temps avec le poids de son histoire. Et donc le père parle d'une valise invisible qui nous suit toute notre vie et qui peut être lourde à un moment donné à porter. Et il faut de temps en temps accepter de la vider des mauvaises pensées, des mauvaises expériences et de garder que les bonnes choses. Et moi, je la porte, cette valise invisible. Je pense qu'on en a tous une avec nous. Et voilà, j'ai tenu à l'inscrire dans le récit par une véritable valise matérielle avec un code, et puis par cette image de la valise invisible qui accompagne toute personne dans son chemin de vie. Et puis il y a cette ville de Fallujah dont il faut peut-être en parler un petit peu, parce qu'on l'a un peu évoqué, mais elle est en couverture, il y a ce pont, mais elle est assez... je ne connais pas du tout l'Irak, hein, donc elle est assez, j'imagine, originale, cette ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de particulier dans le paysage irakien. Alors, dire. Ouais. À la base, elle est tout à fait banale. En fait, c'est une ville de province en Irak. Là, je parle des années 50, 60. Elle n'avait pas réellement de présence dans l'histoire de l'Irak. Sauf que après avec un bond dans le temps, après la guerre de 2003, la ville de Fallujah est devenue un symbole tout à fait différent, un symbole de l'insurrection irakienne contre l'armée américaine. On l'a comparé à la bataille de Hue au Vietnam, on l'a comparé à Stalingrad. Enfin voilà, c'est devenu une place forte que tous les Américains connaissent, tristement. Et donc, cette ville qui autrefois est banale dans la vie de cet enfant qui se cherche une origine devient, malgré lui, une ville tristement célèbre et qui lui échappe. Et donc, et c'est pour ça que c'est central. C'est central parce que d'une part, c'est la ville d'origine de ses parents. C'est une ville qui devient symbolique. Et puis, toujours dans cette histoire de normalité, il a conscience aussi qu'il a la capacité ou la chance de visiter une ville aussi exceptionnelle. Et donc, pour répondre à ce que vous disiez sur le fait d'en parler à ses camarades ou à ses professeurs, moi, dans ma propre vie, j'avais conscience que je racontais quelque chose d'assez unique par rapport à l'histoire inexistante à l'époque entre la France et l'Irak. Et donc, dans cette quête, il y a cette fierté, en fait, de dire, oui, moi aussi, j'ai une ville que j'ai pu visiter, comme vous, quand vous allez en Ardèche ou en Normandie, visiter votre tante, votre grand-mère. Moi, j'ai Fallujah et j'ai une famille. Et voilà, donc l'enfant se raccroche à ça. Alors là encore en mine, ces États-Unis des années 57, quand même un sujet, voilà, il fallait le trouver, il fallait aller le chercher. Et même question en fait qu'a Ferat. Qu'est-ce que ça représente un peu dans l'histoire mondiale? Parce que les explosions atomiques, pour le coup, c'est malheureusement peut-être dans l'histoire des États-Unis. Est-ce que vous êtes un peu documenté là-dessus? Bien sûr, ça reste un roman, une fiction, mais on habite l'histoire, c'est le thème de notre table ronde. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à développer à ce sujet. Alors déjà par rapport aux États-Unis, c'est évidemment un pan historique qui est plus connu que chez nous. C'est leur propre histoire qui se joue sur leur propre territoire. Néanmoins, c'est une histoire qui a été aussi truffée de réécriture, de flou artistique, de mensonges, de propagande. Quand les tests ont débuté au début des années 50, ils étaient présentés, alors évidemment, comme une course à la victoire dans la guerre contre le communisme, parce que donc 57, on est en pleine guerre froide. Mais c'était surtout présenté, et je pense parfois sincèrement perçu comme une solution à différents problèmes autres que martial. Il y avait des films de présentation du nucléaire qui étaient diffusés dans les écoles, des chansons comme des comptines qui étaient chantées aux enfants pour amadouer l'idée du nucléaire. Dans ces films qu'on leur présentait à l'école, le nucléaire était présenté comme un grand géant vert qui pourrait, pourquoi pas,
remplacer les fertilisants. Enfin, voilà, on pensait que ça allait être une sorte de solution miracle en fait pour faire pousser des choses, voilà, avoir accès à une source d'énergie illimitée. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a eu alors beaucoup de documentaires tournés sur place, alors qui sont plus ou moins qui sont des films de propagande, auxquels on a accès maintenant. Et ça, c'est incroyable de voir, voilà, d'avoir accès à toutes ces images qui sont maintenant en libre accès sur YouTube. Il y a aussi toutes les vidéos qui ont été tournées par la Commission de l'énergie atomique, qui est donc l'agence gouvernementale qui chapeautait un peu tout ça. Toutes leurs vidéos, les tests ont été filmés et toutes ces vidéos sont maintenant déclassées et on y a accès et on voit vraiment les soldats se faire sciemment irradier pour voir comment les retombées nucléaires allaient impacter leurs uniformes, voilà tout ça. Donc ça a été, je pense, ça a mis beaucoup de temps en fait à être perçu, je pense, dans l'espace public, parce que, alors moi, c'est d'ailleurs le titre de mon premier chapitre, c'est quand le vent souffle vers l'est, parce que les tests avaient lieu uniquement quand le vent soufflait vers la ville de Saint-Georges, vers l'Utah, pour préserver justement la côte californienne, les grands centres économiques comme Los Angeles, San Francisco. L'idée étant justement de plutôt irradier une population très rurale, principalement mormone, qui, de manière structurelle, n'avait pas vocation à remettre en cause quoi que ce soit, puisque dans la religion mormone, le chef d'État fait figure de prophète. Donc il y avait vraiment une sorte d'adhésion collective à toute cette mythologie qui a été démantelée très tardivement, donc par des associations de parents, des personnes vraiment sur zone, qui sont remontées dans les années 60 et jusqu'à la fin des années 70 à Salt Lake City, la capitale de l'État, pour faire valoir justement les dommages qui ont été répandus sur les animaux, la nature, les humains, tout le monde sur C'est ce que dit un des personnages aussi à un moment donné à propos du fait que ça se fait l'explosion vers l'Est. Il dit je voulais qu'ils arrêtent de faire exploser toutes ces saloperies au-dessus de nos têtes. Les bombes explosent toujours quand le vent souffle vers l'Est. Tu le savais ? Ils ne se seraient pas risqués à balancer toutes ces merdes du côté de Los Angeles. Il y a trop d'argent là-bas. Et les gens auraient posé des questions. Ils ne sont pas encore assez fous pour laisser flamber toute la Californie. Alors c'est vrai que on va passer la parole au public après, Farhat Alani, Laure Coromine. Mais la mémoire, elle est centrale dans vos deux romans. Je le disais au début, elle est intégrée à cette thématique, cette table ronde, l'histoire, la mémoire, le récit familial. Mais puisque vous concluez en quelque sorte un peu là-dessus, vos deux romans sont conclus un peu sur le souvenir. Je crois que le narrateur se retrouve à l'âge, il a avancé en âge et il est au Vietnam, je crois me souvenir. C'est ça, il se retrouve sous les bombes du Vietnam. On ne va pas raconter, mais bon, pour le dire, on déflore rien en disant ça, c'est pas non plus bon. Et vous, c'est pareil, Farhat, il y a cette belle interrogation à la fin du roman sur ce que peut finalement nous laisser la mémoire, la fidélité. Et finalement, quand on écrit des livres, on laisse une trace. Finalement, c'est ça. Enfin, vous avez, la force de la littérature, elle est là. Donc, vous aviez tous les deux, comme ça, où c'est pas du tout prémédité, l'envie de terminer votre roman sur cette notation, cette belle notation de mémoire. Oui. Mais absolument, parce que comme on l'a dit plusieurs fois, moi, je suis très obsessive des lieux, des souvenirs, des couleurs, des odeurs, des espaces. J'aime beaucoup que ton titre soit le nom d'une ville, parce que voilà, moi, je pense que comme beaucoup de gens, je ressens très fortement des souvenirs liés à des endroits. Et je voulais, oui, c'était pour le coup volontaire, je voulais vraiment conclure sur la réminiscence, du coup, du personnage sur ces grands territoires américains avant qu'il ne soit souillé par les révélations. Et voilà, il en garde toujours un souvenir auréolé de beauté et de tendresse, même si il sait maintenant que ces bombes étaient évidemment meurtrières et délétères. Pourquoi alors, tant d'années après, cette douleur médulaire incrustée entre mes flancs, dans la chaleur défoliée de la côte vietnamienne, je repense aux explosions de mon enfance. Et Farhat Alani, quelques lignes. Aujourd'hui, je le sais, la mémoire est un art choisi, un canevas blanc sur lequel on fait courir des pinceaux de couleur pour un résultat bien loin de la représentation exacte de la réalité, mais proche d'une vérité subjective, celle qui nous habite à l'instant où nous la vivons. La mémoire n'est pas forcément une reproduction fidèle de ce qui s'est réellement passé,
Elle retient aussi bien ce qu'elle désire que ce qu'elle abhorre. Merci pour cette lecture. Mais oui, c'est effectivement un livre sur la mémoire, et effectivement le titre, Je me souviens, évoque la mémoire. Et puis Côté Georges Perec aussi, je ne sais pas s'il y avait peut-être, vous avez aussi, pensé un un peu. Enfin, un peu, effectivement. Et puis j'ai tenu à commencer par une phrase sur l'oubli, sur la mémoire, et par terminer par une phrase qui évoque le souvenir. La dernière phrase répond presque à la première, parce que malgré toutes les thématiques qu'on a évoquées, encore une fois l'identité, la transmission familiale, etc., la vraie matière, c'est la mémoire. On a cette obsession pour le passé, et pour moi, j'espère qu'on retient entre autres que c'est un livre qui parle de mémoire. Donc merci de l'évoquer. Sur le titre de notre panel, Habiter l'histoire, je le dis parce que j'avais envie de le dire. Ouais. J'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est que c'est... Oui, c'est plutôt l'histoire qui nous habite, ouais, je pense. Et je pense que c'est plutôt ça. Ouais. L'histoire qui nous habite ou... Oui, moi je travaille comme journaliste pour une rubrique société, donc je parle à beaucoup de sociologues, philosophes, historiens. Parfois aussi, il y a des gens qui font des vidéos sur TikTok, enfin voilà. Mais du coup, bien sûr, on ne peut que adhérer à l'idée qu'on est amplement traversé, habité, coagulé par notre époque. Hein, ça, on le voit tous les jours, oui. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Ferat Talani, pour Laure Coromine? Il y a toujours un temps d'échange avec le public, alors n'hésitez pas à prendre la parole, mais après, ce n'est pas du tout une obligation. On peut aussi vous inviter, ce qu'on va faire, du reste, à poursuivre la discussion avec Laure et avec Ferat, qui vont dédicacer leur très beau roman. Oui, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou est-ce que... Oui, vous avez raison, c'est vrai, parce que... Oui, c'est vrai. Au début, oui, j'aurais pu en parler, c'est vrai. Non, mais vous avez raison, parce que j'ai choisi cette thématique-là des explosions nucléaires, parce que de manière purement esthétique, elle me plaisait. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une autre catastrophe environnementale, l'idée étant de proposer vraiment un moment très resserré dans l'histoire qui symbolise un peu pour moi, en fait, je parle de réchauffement climatique, en fait, avec c'est ça dont je parle, en fait. C'est vraiment au fil des explosions, les températures montent, les rivières s'assèchent. D'ailleurs, c'est assez ironique de voir que les essais nucléaires ont lieu dans le désert de Frenchman Flat, qui est donc un ancien lac asséché. Mais oui, bien sûr, en parlant de cette époque-là, vous avez raison, je voulais parler d'aujourd'hui, en fait, de notre époque contemporaine, et du fait qu'on a tous les yeux rivés sur autre chose. Donc là, dans le bouquin, c'est sur le concours de beauté qui va concentrer beaucoup d'attentes et d'excitation au sein des habitants de la ville. Et pendant ce temps-là, il y a quelques lanceurs d'alerte, qui se passent en sous-main des informations sur la mort du bétail, les arbres qui deviennent rachitiques. Mais oui, vous avez raison, je voulais parler absolument de ça, oui, d'aujourd'hui, de la montée des températures, littéralement. Bien, en tant que journaliste à l'ADN, j'imagine que ce sont des sujets. Oui, on parle. Entre autres, ces oui, questions-là, forcément. On parle entre autres de ça, oui. D'autres questions, des remarques, des réflexions, Oui. Pourquoi les essais atomiques aux États-Unis? Parce qu'en France, il y en a eu quelques-uns aussi qui ont laissé des traces indélébiles. Pourquoi les essais atomiques aux États-Unis alors qu'en France, il y en a eu, je parle pour le... Oui. Aussi, qui ont laissé... Oui, mais c'est vrai, mais on m'a beaucoup posé la question, je me suis moi-même posé la question, mais c'est en fait tout simplement en plus par une sorte de sensibilité. Mon père est prof d'anglais, j'ai étudié dans un collège américain, je lis beaucoup de littérature anglo-saxonne, mes parents étant très cinéphiles, j'ai vu énormément de films qui se déroulent dans ces décors-là. Donc c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement, dans le sens aussi où je trouvais que le format du récit initiatique du voyage
du voyage sur l'été. Pour moi, c'est une narration qui est très américaine parce que très classique. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait que j'ai choisi ce décor-là. Mais c'est vrai que ça aurait pu être tout à fait un autre. Mais je pense qu'il était plus facile d'accès en fait pour moi. Parce que la mondialisation fait qu'on a tous baigné directement ou indirectement dans ces images, dans ces repères culturels, qu'ils soient musicaux. On a été tous irrigués, je pense, ma génération sans doute plus, par cet imaginaire-là. Donc oui, c'est vrai, ça aurait tout à fait pu être ailleurs. Ouais. Autre question ? Oui ? Alors, est-ce que votre famille a pu lire, voilà. Oui, alors ma mère et ma sœur ont lu le livre presque à côté de moi et je les ai vus très émus, pleurer littéralement parce que même si elles étaient au courant de mon projet, elles ne pensaient pas que j'allais aller aussi loin, aussi profondément dans cette relation entre le père et le fils. Donc je pense que ça leur a évoqué beaucoup de choses. Concernant ma famille plus étendue, la guerre a fait que ma famille en Irak a fui. La grande majorité a fui un peu partout dans le monde. J'en ai beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, en Australie, en Angleterre, un peu partout. Et malheureusement, cette famille-là ne parle pas le français. Mais mon livre vient d'être traduit en anglais, il sortira en septembre et peut-être en arabe. Et je dois vous avouer que j'appréhende un petit peu la lecture en arabe par ma famille, parce que même si c'est un roman, je pense qu'il y a des scènes qui sont vraies, que les membres de ma famille vont reconnaître. Et vous savez, dans le monde arabe, mais pas que, il n'est pas évident d'ouvrir les portes de son intimité au grand public. Et il n'est pas toujours évident aussi d'expliquer à des Irakiens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu que ce récit peut servir à quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je pense que j'aurai affaire à des questions du type pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu racontes l'histoire de notre famille ? Et expliquer que c'est un roman, que ça a vocation à raconter d'autres choses. Peut-être que finalement ça se passerait bien, mais j'appréhende un petit peu. Eh bien, nous allons peut-être en rester là. Merci beaucoup, Laure Coromine. Merci, Ferhat Alani. Donc, merci Laure Coromine. Merci beaucoup. Merci d'être venu écouter. Donc, alors, oui, je précise que Sophie G. Lucas devait être normalement présente au festival du premier roman, mais des raisons personnelles très importantes n'ont contraint de ne pas pouvoir participer à ce... Voilà. Mais vous pouvez bien sûr, et je vous recommande la lecture de Mississippi aux éditions La Contre-Allée. Merci, donc Ferhat Alani. Donc Ferhat Alani, Je me souviens de Fallujah chez Jean-Claude Lattès, et Laure Coromine, Miss Atomique à la collection L'Arpenteur chez Gallimard. Vous allez dédicacer vos romans de ce pas, et donc merci beaucoup pour votre attention et bonne suite le festival. Merci à vous deux.